Depuis 45 jours, il y a foule devant le palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre. Martine et Daniel viennent aux nouvelles. Ils réclament, comme la majorité des Guadeloupéens, une augmentation de salaire, ainsi que la baisse des prix dans les magasins. Chaque soir, ils suivent l'avancée des négociations entre les patrons et cet homme, le charismatique leader syndical, Elido Mota. C'est le porte-parole du tout nouveau collectif LKP, le collectif contre les profiteurs. On travaille pour au moins 40 heures pour camarades. Tout ça nous fait là, si nous arrêtons les là, c'est pas si nous ne pas faire rien. Alors camarades, demain, nous commandons les gens qui là, de ne pas mener de Simone l'école. Nous commandons les gens qui là, de ne pas y travailler. Plus que la cherté de la vie, Elido Mota réveille les frustrations et les plaies de l'histoire coloniale. Tous chantent en boucle l'hymne de la révolte. La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe fait bataille. Yo, eux, ce sont les patrons, l'État et les béquets. Ces riches blancs créoles qui détiennent une grande partie de l'économie des Antilles. Entre un leader syndical charismatique en Guadeloupe, qui souffle sur les braises, et des béquets en Martinique, coupables tout désignés de la souffrance du peuple, nous avons enquêté sur un conflit social qui ravive les fantômes du colonialisme. Depuis le 20 janvier, début de la grève qui touche la Guadeloupe, tous les supermarchés sont fermés. Alors ce matin, Martine, 38 ans, va faire ses courses sur un petit marché. Budget du jour, 6 €. Avec ça, elle doit nourrir ses 5 enfants. Tu aimerais acheter quoi aujourd'hui? Des bananes dessert, des tomates. On voit, il n'y a pas grand monde sur le marché. On va faire avec. Hein. Bonjour madame. Bonjour. Des bananes. Tu as quel budget par semaine pour manger? Je peux pas te dire. Hein. On peut avoir 30 €, on peut avoir 20 €, on ne sait jamais, ça varie. Hein. Pour une semaine? Pour une semaine. Hein. Dépenses du jour, 5,40 €. Et pas moyen d'acheter plus. Ouais, c'est le rayon poisson. Et le poisson, vous pouvez en acheter ou pas? Non, c'est trop cher le poisson. 10 €. Poisson là trop cher. Ah, mais poisson là, on va dire poisson là trop cher. Hein. Le poisson est trop cher. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Pourquoi on dit que le poisson est trop cher? Le poisson est affiché. Avant, il était 8 regardez. C'est 10 € un kilo de poisson, il est affiché. On ne va pas voler, non. C'est ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle n'a pas volé, que le poisson c'est 10 € le kilo. Conséquence de la vie chère, comme on dit ici, les courses se transforment vite en foire d'empoigne. Les habitants comme les commerçants sont à bout et chacun cherche à défendre sa cause. La poissonnière nous explique qu'elle se fournit auprès des pêcheurs au prix fort. Madame, 8,80 là. Et on vendait 10 € qu'on a gagné. elle gagne, elle sont tout comprendre. J'ai le sang, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Mais c'est ça en réalité. Non. Il y a des causes à Je effet. vais expliquer, il y a des causes à effet. Pourquoi le poisson est cher comme ça? Elles sont tout comprendre. Il y a des charges à payer, il y a des zones à payer. Elles sont tout comprendre. Les autres aussi, ils ont galère. C'est ça qu'elle a expliqué là. Elles sont tout comprendre. Parce que moi, je défends moi, pas défendre ma pêcher. Elles sont tout comprendre. Peu de marchandises et des ordures qui s'entassent faute de nettoyage. Avec la grève qui dure depuis 1 mois et demi, toute l'économie de l'île est paralysée. Un quartier populaire en plein cœur de Pointe-à-Pitre, la capitale économique de la Guadeloupe. Des barres d'immeubles fraîchement repeintes. C'est ici qu'habite Martine avec ses 5 enfants. Retire la casquette pour manger. On ne va pas manger avec une casquette sur la tête. OK? De retour du marché, elle leur donne le petit déjeuner. Il y a bien du lait ce matin, mais il est en poudre. Car les magasins sont fermés depuis 6 semaines. On ne mange pas comme un petit cochon. OK? C'est pas parce qu'il y a la grève qu'on dit qu'il n'y a pas de moyens. Tout le temps, au quotidien, c'est ça. On se bat, on se bat, on se bat. Toute l'année, on se bat. Par exemple, ce matin, il y a du lait. Ce matin, on est arrivé à trouver du lait. Et bon, C'est pas le cas tous les matins. c'est pas le cas tous les matins. De savoir que les enfants n'auront pas quelque chose, tu vois, c'est dur de penser à ça, tu comprends? C'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour voir. Tu es en quelle classe, toi?
C'est mieux. Et tu vas à l'école après là? Je sais pas. Ça fait combien de temps que t'es pas allé à l'école? Un mois passé? Un mois? Passé? Et tu regardes bien, tu formes tes lettres convenablement. Comme les supermarchés, toutes les écoles de l'île sont fermées. Alors c'est Martine qui, chaque matin, fait la maîtresse d'école. Non. Voilà, tu vois, c'est le quotidien. Pendant la grève, tous les jours. Leçon. Gazelle a tué, t'es la radio pour faire tes leçons. Martine tient à nous présenter sa voisine de palier, Marie-Madeleine. Pas plus d'argent ici. Seule une petite retraite la fait vivre. C'est vrai que vous êtes l'ange gardien de Martine et de sa famille. Ah bon, mais oui, nous sommes là. Moi, je ne dis pas en voisine, on dit je dis en famille. Tiens. Le petit mot magique. Merci, Marie. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes dans la rue qui se soulevaient. Mais ce sont les femmes qui sont au foyer. Ce sont elles qui savent qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre au feu, qu'est-ce que j'en ai là. 1 kilo de riz, un sachet de pâtes. Il faut réfléchir, il faut compter 4 enfants, 5 enfants, quelle quantité pour chaque. C'est elle qui sait, c'est elle qui sait. Si on ne réfléchit pas maintenant, je pense qu'il faudrait réfléchir. Maintenant, il faudrait qu'on se mette un avec l'autre en Guadeloupe. Il faudrait qu'on se misse. Il y a longtemps qu'on souffre. On souffrait en silence. On ne disait rien du tout. Mais là, on n'en peut plus. Comme on vous dit, c'est une goutte qui fait déborder le vase. On n'en peut plus. Vous pensez quoi de M. Domota? Monsieur Domota, mais je vous dis ça, après l'Éternel, c'est lui. Hein. Je vous dis ça, après l'Éternel, c'est lui. Je l'adore, c'est pas mon fils, mais je l'adore comme si c'était mon fils. Et j'ai un grand coup de chapeau pour lui et puis beaucoup d'honneur. Parce que vraiment, et puis trouver un homme à pareille heure avec autant de sang-froid, autant de patience, c'est difficile. De leur quartier HLM, Martine et sa voisine fondent tous leurs espoirs sur Élie Domota, l'enfant du pays, le leader syndical qui négocie en ce moment une augmentation de salaire pour les plus modestes. Comme Daniel, le mari de Martine. Ça va? Oui, ça va bien. Le seul salaire de la famille. Il est manutentionnaire dans un magasin de meubles. Ah oui. Ah, mais c'est mes lapins. Daniel tient à nous montrer la preuve que depuis 20 ans, son pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Il a même baissé. Voici sa fiche de paye. Ce mois-ci, avec les primes, il gagne 1 220 €, soit 8 000 francs. À gauche, son salaire de 1988, il gagnait 7 260 francs. J'ai envie de pleurer. On est presque, je ne vais pas dire esclave, mais on est obligé avec... Si jamais vous refusez de bosser, il y a environ 10 000 personnes qui attendent votre place de dehors. Alors, moi qui ai des enfants, je dois subir, quoi. Comme ça, je dois subir. Système pourri. Mon mari, son salaire net est de 1 100 €, 650 €, caution familiale. Ça me fait un total déjà de 1 750 €. 1 750 € de revenus par mois, en comptant les allocations familiales, pour nourrir une famille de 7 personnes. Une fois les charges payées, Daniel et Martine sont à découvert dès le 15 du mois. Alors pour joindre les deux bouts, Daniel doit demander des acomptes à son patron. C'est la souffrance de tout un peuple. Nous, le peuple guadeloupéen, on aimait souffrir, tu vois. On restait chez soi, cloîtré chez toi, on souffrait, mais maintenant, on commence à... Non. On en a marre. On en a marre maintenant, il faut qu'on dise qu'on souffre. Je ne suis pas syndiqué, mais moi, tous les problèmes de la Guadeloupe qui me concernent, mon travail, la vie de mes enfants, moi, j'ai trouvé ce devoir pour moi d'aller dans la rue. Et c'est pour ça que je dis le mouvement ECAP a fait découvrir au gouvernement déjà les problèmes qu'il y a ici. Moi, je peux ne pas manger, mais aller écouter LKP, c'est une force pour moi, personnellement. Ça m'a donné une force pendant 1 mois et 40 jours, je vous dis ça. Hein. Partout et puis elle s'est remis, mais vous ne pouvez pas imaginer comment ça remplit votre ventre quand vous arrivez auprès de la mutualité. Comme chaque soir, Martine et Daniel se rendent au port autonome, là où se déroulent les négociations entre les syndicats, l'État et les patrons. Et ce soir, après 40 jours de lutte, le leader syndical Élie Domota
signe un accord sur l'augmentation de 200 € des plus bas salaires. C'est un premier pas. Seulement à ce stade du conflit, les grands patrons, principaux employeurs de la Guadeloupe, ont refusé de le signer. C'est déjà une première victoire. Il y a beaucoup de choses encore qui doivent être acquises. Ce n'est pas seulement les 200 €, parce que 200 €, c'est rien. Il doit y avoir la baisse des prix, tout. Pour les Guadeloupéens, ce mouvement est historique et surtout rendu populaire par Élie Domota. Mais qui est l'homme qui veut mettre le feu à la Guadeloupe, comme le titrait Le Figaro? L'homme qui parle de la presse étrangère pour désigner les envoyés spéciaux venus de métropole. Alors qu'il pourrait se rendre aux négociations en voiture, Élie Domota, 42 ans, fend tous les jours la foule à pied, entouré de son imposant service de sécurité pour être au plus près du peuple. Mais impossible de l'approcher réellement. Vous arrêtez toutes les voitures? Non, pas toutes les voitures, juste nous, on va plus aller jusqu'à... Faire de la place? Voilà. Allez, roulez. Il faut pas ralentir, monsieur Domota? Il faut pas le ralentir, monsieur Domota? Tout à fait. Fils d'un charpentier et d'une femme de ménage, il fait des études d'économie en métropole, à Limoges, puis revient travailler en Guadeloupe. Il est aujourd'hui directeur adjoint de l'ANPE et surtout puissant leader syndical. Il y a 2 mois pourtant, il est quasiment inconnu. Mais avant les autres, il sent monter la crise sociale aux Antilles et va réussir à fédérer 49 associations et syndicats autour de lui pour créer le LKP, le collectif contre les profiteurs. Élie Domota donne très peu d'interviews. Après plusieurs jours de négociations, il accepte finalement de nous expliquer pourquoi son mouvement a fait subitement chavirer la population guadeloupéenne. Le LKP, en gros, c'est la voix de toutes les voix, la voix des sans-voix. Et tous ces gens-là se reconnaissent dans ce discours-là et disent, bon, trop c'est trop, dorénavant, il faut que les choses changent. Quand on dit au préfet qu'il n'est quand même pas normal que tous les chefs de service soient blancs, quand on dit que dans les entreprises dirigées par les béquets, qu'il n'est pas normal que tout l'encadrement soit blanc dans un pays à dominance noire, bon, c'est du racisme? Je ne sais pas. Je crois plutôt que c'est un constat. Les Guadeloupéens sont victimes de discrimination raciale à l'embauche, alors que nous sommes la majorité ici. Il faut changer les choses. Et ce n'est pas du racisme que de le dire. Je crois que le nier, c'est être raciste. Nier cette évidence, c'est être raciste. Et c'est ça, malheureusement, que certains journalistes n'ont pas compris, ou bien peut-être que c'est seulement maintenant qu'ils commencent à le comprendre. Le ton est ici maîtrisé et policé. En revanche, lorsqu'Élie Domota s'adresse aux Guadeloupéens, ses propos en créole sont beaucoup plus virulents, comme dans cette émission de la chaîne locale, Canal 10. S'il y a quelqu'un de blessé ou un membre du LKP blessé, il y aura des morts. On n'a rien d'autre à redire là-dessus. Il est inadmissible que dans un pays comme la Guadeloupe, qui est rongé par le chômage, par le sous-emploi, qui est rongé par le racisme, que la seule réponse de l'État, ce soit les insultes, les injures. Que la seule réponse des béquets, que la seule réponse du MEDEF, que la seule réponse des patrons soit justement de ne pas négocier. Pas question de baisser les bras. À partir de maintenant, il faut qu'ils respectent les Guadeloupéens en Guadeloupe. Nous disons aux béquets et aux patrons du MEDEF qu'on ne fera jamais marche arrière sur ce dossier-là. Alors si c'est ce qu'ils veulent, si c'est la guerre civile qu'ils veulent, ils peuvent compter sur nous. Et les béquets, montrés du doigt par Élie Domota et le LKP, c'est historiquement en Martinique qu'ils règnent en maître. Ici, le mouvement de protestation s'est aussi radicalisé contre le pouvoir des hommes d'affaires blancs, les béquets, accusés de détenir l'économie de l'île. 6h30 du matin, dans la banlieue de Fort-de-France. Si nous pouvons trouver une manière d'aller, pour nous quitter juste en passage. Bon, si nous pouvons pousser ça, Un petit groupe de militants érige un barrage aux abords d'une zone industrielle. Alors, ce sont des béquets qui sont des maîtres en Martinique. Ils possèdent tout, ils ont les terres, ils ont tout ce que vous voyez là, ça n'appartient pas aux Martiniquais. Et puis il y a des gens qui s'enrichissent. Bon, ça veut dire que c'est une forme d'esclavage moderne. Ceux qui étaient enchaînés par le passé, ils ont coupé la chaîne. Aujourd'hui, cette forme d'esclavage moderne, nous voulons couper cette chaîne, qui n'est pas visible, mais c'est là, d'accord? Et les béquets ont une lourde responsabilité dans cette situation-là. Et ce pouvoir des béquets galvanise les foules. Dans les cortèges en Martinique, le chant est un peu plus radical qu'en Guadeloupe. Les manifestants visent pour la première fois aussi directement les béquets. Ce que vous chantez, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, la Martinique est dirigée par une seule et même population, c'est-à-dire les béquets.
Selon les manifestants, les békés, ces descendants des maîtres esclavagistes, dirigeraient aujourd'hui encore l'économie de la Martinique. Ils seraient même responsables de la vie chère sur l'île. Ils focalisent toutes les haines, toutes les rancœurs du passé. Alors qui sont ces familles de blancs créoles et quel est leur pouvoir réel dans les Antilles? Il faut dire qu'il y a quelques semaines, les déclarations d'un membre de cette communauté a mis le feu aux poudres. Alain-Hugues Despointes, un des plus gros industriels békés de Martinique, explique dans un documentaire de Canal+, son refus de se mélanger au peuple noir afin de préserver la race blanche. Des propos qualifiés d'ignobles par le ministre de l'Outre-mer, la population martiniquaise est outrée. Des extraits ont été piratés sur Internet et visionnés par des dizaines de milliers de personnes. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus. C'est la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je trouve pas ça bien. C'est pas... On a voulu préserver la race. Des déclarations qui ont terriblement choqué les Martiniquais. Si Alain-Hugues Despointes a présenté ses excuses, le procureur de Fort-de-France a ouvert une information judiciaire pour incitation à la haine raciale et apologie de crimes contre l'humanité. Des propos qui ont également embarrassé la communauté békée. Après plusieurs jours d'hésitation, certains acceptent de nous recevoir pour nous en parler. Cela se passe dans la villa d'un patron d'une petite rhumerie de Lille. Autour de la table, Roger Dejam, publicitaire et homme de communication. Son frère Claude et José Marot-Desgrottes, expert comptable. Eux veulent changer l'image des békés. Si tous condamnent les propos d'Alain-Hugues Despointes, voilà comment ils justifient le fait d'être restés blancs, de ne pas s'être mélangés avec le peuple noir des Antilles. Alors nous sommes restés blancs, oui, certes. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai envie de dire, un mariage, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et souvent, on se marie dans sa rue. Souvent, on se marie avec les gens qu'on connaît le mieux, les plus proches, les plus bons. Alors ça a été une constante du monde béké, mais qui tend à disparaître, puisque forcément, l'île étant petite, les sociétés se mélangeant de plus en plus. Parce que si vous partez de ce principe du mélange interracial qui ne s'est pas fait, doit-on considérer que d'être resté blanc est une tare? Je crois qu'on se marie, qu'on meurt, qu'on habite dans sa rue très souvent, comme disait mon frère. Mais je ne veux pas admettre, ou je ne peux pas l'accepter, quand on vienne me dire « tu es resté blanc parce que tu es taré, donc tu n'es pas normal, tu aurais dû être mélangé ». Non, je dis que je l'ai accepté comme ça, je l'ai vécu comme ça. Donc je le redis, le fait d'être resté blanc durant 300 ans, 350 ans, je ne le considère pas comme étant une tare. Je le considère comme un choix qui s'est passé devant des générations et des générations. Selon eux, les békés sont victimes d'une image colonialiste qui ne répond en rien à leur réalité d'aujourd'hui. Roger Dejam et son frère veulent nous montrer un autre visage du monde béké. Nous souffrons tous de l'image qui nous colle à la peau, et en particulier au moment des événements que nous vivons. Nous souffrons tous de l'image du béké qui devient un mythe, c'est-à-dire c'est un héritier. Alors c'est le premier truc, le béké il a forcément hérité. Deuxièmement, il a forcément 1000 hectares de bananes. Et troisièmement, ils vivent entre eux. En Martinique, on retrouve pourtant une forte concentration de familles békées dans cette partie de l'île. Le Cap Est, une crique paradisiaque qui donne sur l'eau turquoise de la côte atlantique. Des grandes propriétés à l'abri des regards. Une zone aujourd'hui gardée par les gendarmes pour assurer la sécurité des békés. Alors le Cap Est, c'est un lotissement qui comporte à peu près 300 villas, où il y a effectivement une importante concentration, je dirais, de békés. Mais il y a aussi un tiers de ces villas qui appartiennent à des nègres, à des mulâtres, enfin à des Martiniquais de toutes les couleurs. Nègre, mulâtre, des mots qui choquent. En Martinique, on se définit encore par la couleur de sa peau. Et Roger Dejam tient beaucoup à nous présenter un autre habitant du quartier, un métis qui a fait fortune dans le commerce. Monsieur Bourgoin, monsieur Vincent de la Fontaine. Enchanté. Qui a la plus belle villa du coin, qui nous a déjà fait passer d'excellents moments ici, notamment avec Cassave. Hein, vous vous souvenez du moment qu'on
on avait passé ici. À l'époque, elle chantait Caille Maman. Caille Maman, la tête est tremblée. Quand on vient ici, on fait l'amalgame. Parce qu'il faut savoir, par exemple, le voisin d'à côté, c'est Madame Robert, c'est une Martiniquaise. Ici, c'est Monsieur Ménir. Enfin, c'est des gens de couleur, je ne sais pas comment il faut dire ça. Enfin, disons, c'est des Noirs. À côté, c'est Monsieur... Comment il s'appelle encore? J'ai oublié. Et puis après, c'est le docteur. Mais il n'y a pas que des béquets dans le coin. Hein. C'est un peu mélangé. C'est pourquoi, à un certain moment, il y a certaines personnes qui disent on va casser. Je dis, mais faites attention à ce que vous cassez. Et oui, il y a un peu de tout. C'est comme toutes les races. Vous avez des bons et des mauvais, vous comprenez? Il y a des béquets racistes, il y a des mulâtres racistes, il y a des nègres racistes, il y a des bons béquets, des mauvais nègres. C'est tout un amalgame. Alors, bien entendu, quand c'est un peu la mode, on peut être corrige. En ce moment, c'est dur d'être béquet. Hein. On va y aller parce que... Merci de nous avoir accueillis. Hein. Quel est le pouvoir économique réel des béquets aujourd'hui? Ils représentent moins d'1% de la population martiniquaise et posséderaient entre 15 et 20% des richesses de l'île. Qu'en est-il véritablement? Michel Branchy est économiste. Pendant 30 ans, il a été commissaire de la concurrence et de la répression des fraudes sur l'île. Quelle est la réalité par rapport au pouvoir économique des béquets sur l'île, en Martinique? Bon, il est certain que les béquets ont encore un grand pouvoir sur le plan économique et un grand pouvoir d'influence même politique, bien que cette puissance soit déclinante. Donc, ils dominent dans ce nombre de secteurs. Ils dominent par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Ils dominent dans l'agriculture, la banane. Ils sont relativement importants dans la distribution, la grande distribution. Bon. Et ils dominent dans les matériaux de construction. Hein. Donc voici les grands secteurs où ils dominent. Bon. Par contre, ils ne sont plus présents dans la finance. Bon, auparavant, ils étaient au Crédit Martiniquais. Ils ne sont plus présents dans les assurances. Ils ne sont plus présents dans la distribution des produits pétroliers. Hein. Donc, on peut dire que la puissance économique des béquets est réelle, mais elle n'est pas aussi dominante qu'on le dit. Ils auraient 35% de part de marché dans la grande distribution, posséderaient toujours 52% des terres agricoles. Un recensement pourtant difficile à faire. En France, il est interdit de classer une population en fonction de sa couleur de peau ou de son appartenance à une origine ethnique. Ce matin, Roger Deja nous a donné rendez-vous à 2 pas du siège de sa société. Il est obligé de garer sa voiture en bordure d'autoroute. Depuis le début de la grève, impossible d'accéder à la zone commerciale. Tous les jours. S'il nous a conviés ce matin, c'est qu'il tient beaucoup à nous montrer le fichier qu'il est en train de constituer. Un fichier un peu particulier. Qu'est-ce qui est marqué dans une colonne et l'autre colonne? Alors là, c'est béquet. Donc la colonne de droite ici, c'est les entreprises ou les enseignes appartenant à des béquets. Et ici, les entreprises ou les enseignes appartenant à des non-béquets. Alors tout ça nous fait penser au stade des travaux où nous sommes arrivés, qu'en réalité, le poids des béquets dans l'économie serait entre 5 et 10% et non pas les 15%. Ce fichier ethnique est pourtant insuffisant pour connaître le poids réel des béquets dans l'économie de l'île. Il faudrait recenser leur chiffre d'affaires ou leur part de marché secteur par secteur. Un travail qui n'a jamais été fait. En fait, celui qui a la réponse, on le disait l'autre jour, c'est l'État, ce sont les services fiscaux. Ils ont toutes les réponses, mais il n'a pas le droit d'accoler une couleur de peau à une entreprise. Et parfaitement illégal, ça c'est... Complètement illégal. Vous pourriez être poursuivi pour un fichier... Oui, ce serait amusant. Pour les Martiniquais, quelles que soient les statistiques, le poids des béquets dans l'économie semble incontestable. Siméon Salpêtrier est un ancien élu de gauche. Vice-président du conseil régional de Martinique pendant 6 ans, il déplore l'omniprésence des béquets et les accuse même de faire flamber les prix en Martinique. C'est ce qu'il veut nous démontrer dans la banlieue de Fort-de-France. Alors voici, ici, vous avez Intersport, Leader Price, Monsieur Bricolage en face. Alors, vous avez encore Gamme Vert. Autant d'entreprises dans une seule zone commerciale qui appartiennent à des familles béquées. Pour Siméon Salpêtrier,
Le patron Becquet, en général, aurait une stratégie de développement bien particulière. La tactique, c'est d'effacer la concurrence. À partir de ce moment, il peut imposer ses prix et partant ses marges. Et c'est là que, justement, le bas blesse, parce que les marges sont démesurées. Et les marges étant démesurées, donc c'est le consommateur qui, in fine, paye, et qui paye le prix fort. Et c'est ce qui a conduit, bien évidemment, à la crise que nous connaissons aujourd'hui et à une certaine révolte. Des patrons Becquet qui pratiqueraient des marges abusives. Nous avons voulu en savoir plus. Nous retournons dans la zone commerciale où les Becquet sont si présents. Et nous rencontrons Joseph Dejam. Il est directeur général de 7 supermarchés sur l'île. Donc je prends un petit panier et je fais mes courses. Lui aussi est Becquet. On va choisir des produits types. On va essayer de comprendre un petit peu le prix. Allez, lesquels voulez-vous? Sophie, quel produit type? Je ne sais pas, il y a des pâtes. Donc il n'y a pas de pâtes. Il accepte de nous montrer comment et pourquoi les prix de certains produits sont selon lui si élevés en Martinique. Ce ne sont pas des produits de première nécessité, mais on fera avec les moyens du bord. Problème, depuis le début de la grève, les magasins ne sont plus approvisionnés et les rayons sont désespérément vides. Une bouteille de cidre? Hein? Difficile de trouver dans ce magasin des produits de consommation courante. On va peut-être du lait. Un lait de soja, vous voulez? À défaut? Un lait de soja au calcium? Si ce magasin est vide, Joseph Dejam a pu se procurer dans un entrepôt 3 produits de consommation courante. Dans son bureau, il détaille les prix du riz, du lait et du sucre. Le riz. Le riz long. Et alors, nous le vendons ici 1,64 € et il est vendu en métropole 1,08 €. Pour le riz, c'est 52% plus cher ici qu'en métropole. Le lait demi-écrémé est vendu ici 0,74 €, 74 centimes d'euros, contre 59 centimes d'euros en métropole, dans un leader price. Pour le lait, c'est 25% plus cher. Troisième article, il y a du sucre 1 kg en morceaux. Notre prix de vente ici est de 1,95 € contre 98 centimes d'euros en région parisienne. Et pour le sucre, 98% plus cher. Des prix beaucoup plus chers ici. Ce paquet de riz... Alors pourquoi une telle différence de prix? Que nous vendons, je vous l'ai dit, 1,85 €, nous l'achetons à 1,11 € sur une plateforme spécialisée pour mettre les produits en conteneur, puisque nous sommes obligés, pour transporter la marchandise ici, de la mettre en conteneur. Car la grande majorité des produits alimentaires consommés en Martinique arrivent de métropole par bateau. Et cela a un coût. Pour un paquet de riz d'1 kg, c'est 20 centimes d'euros, ce qui augmente le prix de 20%. Après quoi il faut payer une taxe, typiquement antillaise. À l'arrivée, nous payons une taxe qui s'appelle l'octroi de mer, qui est une taxe spécifique au DOM, qui s'applique aussi bien à la valeur du produit, rendu. C'est-à-dire que cette taxe s'applique aussi bien sur le prix d'achat du produit que sur son coût de transport. D'accord ? Cette taxe est une taxe qui est collectée par le Conseil régional de la Martinique et qui alimente les communes pour l'essentiel. 22,5% de taxe d'octroi de mer pour le riz. Après quoi il est stocké dans un entrepôt, son prix augmente encore de 16 centimes d'euros et ce n'est pas terminé. Et nous avons enfin une marge de magasin qui est de 5 centimes d'euros, puis la TVA, 4 centimes. Au total, notre produit est vendu 1,85 €. Les marges de mes magasins Leader Price, par exemple, sont de l'ordre de 16,5%, donc différence entre notre prix de vente et notre prix d'achat des marchandises, 16,5%, quand des magasins équivalents en région parisienne sont plutôt aux alentours de 20%. Donc nous avons même aujourd'hui des marges qui sont inférieures à celles que pratiquent des magasins identiques aux nôtres en métropole. D'accord. C'est pour ça que quand j'entends que c'est la grande distribution qui s'en met plein les poches avec des marges abusives, j'ai un petit peu de mal à rester silencieux. Ça n'est pas vrai, c'est pas ça la vérité. Des chiffres impossibles à vérifier. Pour connaître la vérité sur les prix dans les départements français d'outre-mer, Nicolas Sarkozy a commandé une étude aux autorités de la concurrence qui devrait rendre leur rapport d'ici 3 mois. Après 6 semaines de grève très dure en Guadeloupe et 1 mois en Martinique, les syndicats ont notamment réussi à obtenir 200 € d'augmentation sur les bas salaires. Un coup de pouce pour les ménages les plus modestes, qui ne réglera probablement pas la crise identitaire antillaise.